Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction consacré aux États-Unis et à la Chine et à ces deux premières puissances économiques mondiales qui se livrent une belle bataille commerciale depuis plus de 6 mois. Avec moi pour en parler, Anne Chevial, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique au Figaro, spécialisé sur l'économie internationale. Et puis nous avons par Skype Pierre-Yves Dugas qui est à Washington où l'horloge indique 7h30 et il a enfilé sa plus belle cravate. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et puis, de l'autre côté du globe, Cyril Pluyette, qui est en direct avec nous depuis Pékin pour analyser et décrypter les positions chinoises sur cette guerre commerciale. Salut Cyril. Bonjour à tous. C'est une émission interactive. N'hésitez pas à poser vos questions en direct sur lefigaro.fr où l'émission est en direct. Également sur Facebook, nous sommes là pour y répondre. Tout avait commencé avec des droits de douane relevés sur l'aluminium et l'acier en mars. Et puis sans surprise, une riposte des Chinois un mois plus tard sur 128 produits américains. Mais c'est bien pendant l'été que l'escalade s'est précisée, avec 25% d'augmentation sur 818 produits chinois à Pékin qui saisit l'Organisation mondiale du commerce pour se plaindre. Et puis en septembre, les plus grosses cartouches qui sont tirées avec 200 milliards d'importations chinoises taxées à hauteur de 10%, et la Chine qui fait de même pour 60 milliards d'importations américaines. Bref, difficile de deviner quelle sera la dernière annonce de cette surenchère et puis qui en paiera le prix. Le gouvernement américain, le contribuable américain, le peuple chinois, le régime chinois, peut-être vous et moi, qui sait. On va commencer tout de suite avec vous, Pierre-Yves Dugas. On s'intéresse à la question de savoir jusqu'où cette surenchère peut nous mener. Quelles sont les cartes qui sont encore dans les mains des Américains sur cette guerre commerciale ? Écoutez, j'ai presque envie de vous dire qu'hier, vous aurez fait une réponse un peu différente de celle que je vais vous faire ce matin, parce que depuis 24 heures, les marchés financiers sont en mode de perte de confiance assez marquée. Jusqu'à hier, on pouvait arguer que Donald Trump avait conservé la confiance des marchés et qu'il avait encore beaucoup de cartes dans les mains. Donald Trump est convaincu qu'il est en train de gagner cette guerre commerciale. Pourquoi ? Parce qu'il voit que la croissance chinoise faiblit alors que la croissance américaine augmente. Il voit que la devise chinoise faiblit alors que le dollar se porte plutôt bien. Il voyait, en tout cas jusqu'à hier, que les marchés financiers augmentaient et que les indices boursiers en particulier étaient vraiment tous dans le vert, alors que c'est le contraire pour l'indice de la bourse de Shanghai, par exemple. Et il voit aussi que sa méthode forte a payé et a donné des résultats concrets vis-à-vis du Mexique, vis-à-vis du Canada, vis-à-vis de la Corée, peut-être bientôt vis-à-vis du Japon. On va le voir éventuellement avec les Européens. Et il pense donc qu'il est en position de force. Donc, de quelle carte dispose-t-il encore ? Si les marchés financiers, tout d'un coup, perdent confiance, ça devient beaucoup plus compliqué parce que Donald Trump est obsédé par le Dow Jones et la forte chute du Dow Jones est quelque chose qui l'inquiète, surtout en période électorale, ce qui est le cas en ce moment. Mais il peut encore augmenter d'abord la proportion de produits qui est assujetti à des surtaxes. Il peut passer au-delà de 250 milliards de dollars. Il peut aller même jusqu'à 500 milliards de dollars, ce qui serait à peu près la totalité des importations américaines en provenance de Chine. Il peut également augmenter la proportion de cette surtaxe, passer de 10 à 25%, ce qu'il a d'ailleurs laissé entendre qu'il ferait d'ici Noël, si les Chinois ne lui font pas des propositions concrètes. Et il peut aussi, par la voie diplomatique, durcir la position américaine et tenter de recruter davantage, notamment en Europe, pour convaincre les alliés traditionnels des États-Unis qu'il faut, par exemple, changer les règles de l'OMC et ne plus traiter la Chine comme un pays normal. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ces précisions. Même question, Cyril, comment les Chinois peuvent encore riposter face à cette escalade et peut-être embêter les entreprises américaines qui veulent développer leur commerce en Chine ? Du fait du déséquilibre commercial entre la Chine et les États-Unis, étant donné que les Chinois exportent 4 fois plus vers les États-Unis que les États-Unis n'exportent vers la Chine a déjà épuisé une bonne partie de ses munitions en termes de hausse des barrières tarifaires. C'est pour ça que lors de la dernière salve lancée par Donald Trump, qui a imposé des droits sur 200 milliards, ils n'ont riposté que par 60 milliards, tout simplement parce qu'ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent faire. Alors, que peut faire la Chine si elle veut riposter ? Elle peut en effet mettre des bâtons dans les roues des entreprises américaines. Elle peut leur imposer toutes sortes de tracasseries administratives, des contrôles sanitaires, des contrôles fiscaux, des contrôles douaniers. Elle peut aussi s'abstenir de commander des Boeing.
voilà. Et alors, une rumeur fait état qu'elle pourrait éventuellement vendre de la dette américaine. Mais alors là, on se lancerait dans un scénario un peu apocalyptique qui pénaliserait les États-Unis, mais aussi toute la planète et donc la Chine. Donc ça paraît quand même assez peu probable. Merci Cyril. Je vous annonce, Pierre-Yves, que vous avez déjà un fan sur le Figaro.fr, Christian, qui nous dit « Ce monsieur a raison, la chute violente des marchés est très inquiétante ». Et puis Pascal et Christian toujours qui commentent. On va prendre vos commentaires dans une petite poignée de secondes. Anne, chez Vial, le timing est quand même important. Pourquoi est-ce que les États-Unis décident maintenant, en tout cas depuis 6 mois, de mener ce combat commercial contre la Chine ? Je dirais simplement que Trump applique ses promesses électorales. Voilà. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, il s'était adressé à un électorat populaire, ces victimes de, comme il dit, de la mondialisation, qui ont victimes de toutes ces délocalisations massives. Et donc, voilà, il veut inverser la tendance. Et surtout, il a en ligne de mire les élections de mid-term. Et donc ça, il veut pouvoir dire, voilà, je me suis attaqué aux grands concurrents chinois et j'ai des résultats. Et donc, pour lui, c'est important. Et en plus, il est servi par la vigueur de l'économie américaine, qui reste extrêmement robuste. D'ailleurs, cette économie qui est soutenue par sa politique de soutien massif budgétaire. On va s'intéresser un peu plus particulièrement sur les raisons invoquées par les États-Unis pour mener ce combat. Pierre-Yves, commençons avec les 2 raisons les plus répétées. La première, c'est réduire le déficit commercial bilatéral. On va vous montrer un graphique montrant qu'effectivement, ce déficit commercial ne cesse de se creuser depuis 20 ans. Il était de 50 milliards en 1997, 258 en 2007 et puis 375 pratiquement aujourd'hui. Très rapidement, est-ce que déjà c'est possible de résorber ce déficit commercial bilatéral, on le rappelle, entre la Chine et les États-Unis, Pierre-Yves ? Oui, j'aime dire c'est un déficit qui représente à peu près $1 milliard par jour. Oui, il est possible de le réduire rapidement, ce n'est pas possible. Mais sur le moyen terme, c'est possible. Bien évidemment, la manière la plus difficile, mais qui serait la plus efficace de le réduire, serait de réduire la consommation et la croissance aux États-Unis. Une des raisons fondamentales de l'accumulation du déficit commercial, c'est que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, notamment en raison de leur déficit budgétaire chronique, et que la consommation aux États-Unis est plus forte que dans les autres pays. Donc l'Amérique consomme énormément. La mauvaise nouvelle, c'est que si on fait ça, d'abord, personne ne veut faire ça aux États-Unis. Et surtout, l'Amérique, qui est en fait la pompe à croissance du monde entier, du coup, pompera moins et tout le monde va y perdre. L'autre moyen, c'est de trouver des arrangements pour d'abord augmenter les exportations américaines à destination de la Chine, ce qui veut dire ouvrir le marché chinois. L'autre moyen aussi, c'est de faire en sorte que la Chine s'intègre au concert des nations et se mette à pratiquer en matière administrative, en matière commerciale, je dirais, appliquer plus strictement les règles de l'économie de marché et ne plus se comporter comme une économie de pays dirigé. Pierre-Yves, avant effectivement de venir à ce comportement des Chinois, l'autre argument répété, martelé par Donald Trump dans tous ses meetings, c'est qu'il veut faire revenir les entreprises américaines sur le territoire américain. Est-ce que là-dessus, il y a des résultats tangibles? Que disent les économistes sur les perspectives à ce sujet? Non, pour le moment, il est encore trop tôt. Vous savez, construire une usine, c'est quelque chose qui, le processus de décision prend 2 ou 3 ans. Ensuite, la construction elle-même de l'usine, c'est 2 ou 3 ans. Il est trop tôt pour dire que des entreprises ont cessé leur implantation en Chine pour revenir aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas exactement ce que cherche l'administration Trump. Ce qu'ils veulent, ils l'ont parfaitement compris, le marché chinois est énorme. Si on veut vendre des automobiles en Chine, il vaut mieux les fabriquer en Chine. En revanche, est-il nécessaire que les États-Unis soient aussi dépendants d'un seul pays dans leur supply chain, dans leur chaîne de fourniture, pour assembler en Chine des produits qui sont ensuite revendus aux États-Unis? La politique américaine vise 2 choses. D'abord, à se diversifier pour faire moins de choses aux Chinois, mais davantage au Vietnam, au Mexique, au Brésil ou en Inde. Et d'autre part, effectivement, dissuader les entreprises américaines de systématiquement se délocaliser en Chine pour faire davantage de choses aux États-Unis. On pense à Apple, qui a plus ou moins promis d'ailleurs de suivre ce conseil de Donald Trump et d'ouvrir des usines aux États-Unis pour assembler davantage de produits aux États-Unis. Mais pour le moment, il y a très peu d'exemples concrets.
Merci Pierre-Yves. Gabi et Axel qui nous posent déjà des questions sur Facebook, notamment sur l'impact de ce conflit en Union européenne et en Afrique. Alors ça sera la dernière partie de l'émission sur les répercussions mondiales comme cela de cette guerre commerciale. Avant ça, Pierre-Yves, on a parlé de faire revenir les emplois au bercail, on va dire, et on a également parlé de cette dette qui se creusait depuis 20 ans. L'autre raison évoquée est bien plus globale, bien plus stratégique aussi. C'est Wilbur Ross, le secrétaire au commerce américain, qui le rappelait il y a quelques jours sur CNBC. On l'écoute. The purpose of the tariffs is to modify China's behavior, especially in technology transfers and other abusive tactics such as subsidies and market limitations. Modifier le comportement des Chinois, comment est-ce que vous percevez cette expression, Pierre-Yves ? Alors, c'est exactement ce que Donald Trump veut faire, et c'est une chose qui est fondamentale et qui est compliquée, et c'est la raison pour laquelle cette négociation va durer des mois et probablement des années. Il ne s'agit pas simplement, dans l'esprit des Américains, de demander aux Chinois d'acheter davantage de soja, de maïs, de beurre, de poulet ou d'avions. Il s'agit de faire en sorte que la Chine se comporte comme un pays normal de l'OMC, qu'elle réduise le rôle de l'État, notamment dans l'allocation de crédit, dans les subventions au secteur stratégique, dans la tolérance de pertes systématiques dans certaines entreprises étatiques pour prendre des parts de marché dans des secteurs stratégiques, de cesser d'obliger les sociétés étrangères, américaines en particulier, à céder leur propriété intellectuelle si elles veulent travailler en Chine, de cesser d'imposer des partenaires chinois aux entreprises étrangères, en particulier américaines, lorsqu'elles s'implantent en Chine, et de vraiment respecter la propriété intellectuelle. Les Américains estiment que quelque 1% du produit intérieur brut américain chaque année disparaît en raison de ces obligations pratiquées essentiellement par la Chine de céder de la propriété intellectuelle à des partenaires locaux si les entreprises américaines veulent opérer en Chine. Et ça, c'est quelque chose qui prendrait des années pour les Chinois à accepter. Et merci Pierre-Yves. Cyril Puyette, on rentre dans le cœur du sujet. Comment est-ce que les milieux d'affaires, les diplomates, le régime chinois perçoit cette guerre commerciale? Est-ce qu'il y a une inquiétude qui monte à Pékin? Officiellement, on bombe le torse, que ce soit dans la presse nationale, et puis récemment, le président Xi Jinping, qui lors d'une tournée dans des entreprises d'État, a dit que finalement cet isolationnisme américain n'était pas une si mauvaise chose parce que ça allait aider la Chine à être plus autosuffisante. Donc ça, c'est la façade, mais en réalité, la Chine est inquiète, très inquiète, car cette offensive américaine arrive au pire moment pour elle. Elle arrive au moment où l'économie chinoise ralentit. Il y a également des problèmes d'endettement massif qui font courir des risques financiers. C'est un moment où il aurait fallu faire des réformes en Chine. Et donc là, ces attaques américaines, finalement, donnent un prétexte aussi à des éléments conservateurs du régime pour ne rien faire, garder leurs privilèges dans les entreprises d'État et surtout être très immobiles. Et il y a vraiment une crainte chez certains intellectuels que la Chine connaisse un peu le sort de l'URSS pendant la guerre froide et à force d'avoir inquiété les États-Unis et d'être considéré par les États-Unis comme un ennemi stratégique, n'en payent le prix fort et subissent un déclin. Et quand je discute aussi avec des jeunes cadres, j'en vois beaucoup qui sont assez inquiets sur les mois qui viennent. En tout cas, il y a une vraie incertitude de la part d'une partie de la population de la classe moyenne supérieure. Et puis, Anne, on l'a vu aussi, Wilbur Ross qui parle de mauvais comportements chinois concernant le transfert de propriété intellectuelle. Ils accusent également la Chine de vol de propriété intellectuelle, de transfert de technologie. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi un exemple ou deux de ce comportement, comportement des Chinois sur le marché à ce sujet? Le vol de propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est pas la même chose tout à fait que le transfert. Tout simplement déjà la contrefaçon qui est assez fréquente dans plein de secteurs, les baskets, les projets de consommation courante, le luxe, la pharmacie. Il y a aussi les attaques sur le cyberespionnage. Il y a eu un rapport récemment, je crois, d'une commission au Sénat américain montrant que 96% des déclarations sur le cyberespionnage sont liées à la Chine. Il y avait
je crois, un rapport de Politico qui montrait qu'il y avait des espions à Silicon Valley. Et puis, bien sûr, ce que Pierre-Yves a évoqué, c'est la question des transferts de technologies. Ça, c'est donc très important. C'est-à-dire que pour les entreprises étrangères, pour qu'elles puissent accéder au marché chinois, au grand marché chinois, il faut créer des joint ventures, des co-entreprises. Par exemple, c'est le cas dans l'automobile. Le marché chinois est devenu extrêmement important. Je crois qu'il se vend près de 27 millions de voitures en Chine. C'est bien plus qu'aux États-Unis, bien plus qu'en Europe. Et du coup, vous devez créer une entreprise, co-entreprise, et du coup, ça implique des transferts de technologie, voire de céder des brevets. Et du reste, sur l'automobile, il y a un changement. Il semblerait que ça ne sera plus obligatoire à partir de 2022. Et parce que je pense que le marché est devenu assez mature et que les constructeurs chinois craignent moins aujourd'hui la concurrence. Et donc, voilà, il y a eu... Et ils ont acquis toute cette propriété intellectuelle depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, en chinois, c'est intéressant, on utilise le même mot pour dire copier et apprendre, donc, dans la langue chinoise. Voilà, c'est ça la réflexion. Détail sémantique qui a toute son importance. On va écouter maintenant Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, qui, lui, minimise la portée stratégique et qui, en revanche, pointe du doigt l'OMC. This is about fair trade. People ask me, is this about containing China? This is not about containing China. This is about fair reciprocal trade. Since China entered the WTO, World Trade Organization, they've taken advantage of the rules, they've built up their companies and their businesses, and they have not given us the same opportunity. Anne Chevel, si la Chine, comme le dit Steve Mnuchin, profite des règles de l'OMC, c'est peut-être que les règles de l'OMC sont à revoir. Est-ce qu'une réforme est souhaitable? Qui la souhaite d'ailleurs? C'est vrai que tout le monde se l'accorde, il faut réformer les règles de l'OMC et que la Chine en a bénéficié, elle a bénéficié des libérations des échanges et en même temps on dit qu'elle n'a pas respecté les règles, c'est pas une économie de marché. Pierre-Yves l'a aussi évoqué, il y a ces problèmes de subventions, de crédit public, elle a pu développer ses entreprises, ça a déclenché des surproductions, notamment sur l'acier aluminium, d'où d'ailleurs les premières attaques des États-Unis. Et donc, beaucoup de pays ont envie de voir une réforme. Ce n'est pas qu'une accusation américaine. Non, et d'ailleurs, l'Union européenne est assez contente que Trump s'attaque à la Chine. Elle espère bien d'ailleurs en profiter. Et Bruxelles essaie d'ailleurs de reprendre le leadership sur cette réforme de l'OMC. Elle travaille d'ailleurs, il a créé un groupe avec les États-Unis et le Japon. Ils ont fait des propositions récemment sur justement toutes ces questions de comportement des entreprises d'État, sur les subventions, sur les crédits publics. Et Bruxelles a aussi ouvert un dialogue avec la Chine. Donc elle essaye un peu de jouer sur ces deux fronts. Et donc effectivement, beaucoup de pays ont intérêt à une réforme de l'OMC. La question, c'est de savoir, d'ailleurs peut-être Pierre-Yves pourra répondre, on ne sait pas vraiment ce que veut Trump. Est-ce qu'il instaure ce rapport de force pour obtenir justement un changement des règles internationales, ou alors il veut vraiment de la confrontation bilatérale? Alors une réponse là-dessus justement, Pierre-Yves, et puis expliquez-nous aussi ce paradoxe. Pourquoi est-ce que finalement tout le monde semble satisfait de cette stratégie menée par Trump et son entourage, sauf les grandes entreprises américaines qui ont demandé à Trump d'arrêter, de stopper cela, car elles craignent pour leurs intérêts? Alors, sur la réforme de l'OMC, je crois que ce n'est un secret pour personne, Bob Lighthizer, qui est le personnage clé dans toutes les négociations commerciales et qui vraiment maintenant a la confiance de Donald Trump parce qu'il a réussi à bien négocier avec le Canada, le Mexique et la Corée. Bob Lighthizer, qui est un grand professionnel des négociations depuis plus de 30 ans, méprise totalement l'OMC. Il considère que c'est un machin qui ne sert à rien, qui produit des décisions tardives et ambiguës, avec des appels qui n'en finissent plus, et que les Chinois ont remarquablement bien manœuvré pour utiliser à leur avantage cette lourde bureaucratie. Bob Lighthizer est convaincu que les États-Unis peuvent obtenir des choses parce que les États-Unis sont la première économie du monde et qu'ils ont les moyens de faire peur à leurs adversaires politiques en les obligeant à faire des concessions, ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'Union européenne. Donc oui, si l'OMC est réformé dans le sens de ce que souhaitent les États-Unis et les Européens, Washington applaudira, mais la pointe de la bataille, elle est menée dans un combat bilatéral entre la Chine et les États-Unis. Il y a un élément important qui peut-être a échappé à beaucoup d'observateurs, c'est dans la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, une clause essentielle a été introduite qui donne à chacun des trois pays, États-Unis, Canada, Mexique, la possibilité de sortir de l'accord si l'un des deux autres venait à signer un accord de libre-échange avec, entre guillemets, un pays qui n'est pas un pays d'économie de marché. C'est un moyen implicite d'évoquer la Chine. Si jamais le Mexique
vient à signer un accord de libre-échange avec la Chine, les États-Unis vont sortir de l'ALENA. Les États-Unis ont très bien compris que la Chine aurait pu et avait commencé dans le secteur des pièces automobiles à utiliser le Mexique comme plateforme d'assemblage pour rentrer sur le marché américain. Les États-Unis voudraient créer des zones, on sort du multilatéralisme traditionnel, des zones commerciales qui s'isolent les unes des autres et qui évitent surtout que la Chine profite de la situation pour s'infiltrer. Merci Pierre. On voit bien que cette guerre commerciale est bien plus large que cela. Et il s'agit finalement de détenir la première place économique pour le XXIe siècle et pas seulement pour régler quelques différends commerciaux. C'est Mac Cabronito sur le Figaro.fr qui nous dit « Je pense qu'on se lance dans une logique de perdant-perdant sur le moyen terme sur cette guerre économique. » Justement, on va essayer de voir ensemble les conséquences directes et indirectes de cette guerre commerciale. Si nous taxons plus les importations, eh bien, cela peut se ressentir parfois sur les prix à la consommation. Est-ce que c'est le cas en Chine, Cyril ? Est-ce qu'il y a une crainte ou est-ce que cette hausse des prix est déjà avérée ? Mais il y a évidemment pour les importations de soja, par exemple, certains producteurs commencent à ressentir les effets. Mais c'est surtout, en fait, la Chine est surtout inquiète je crois, pour ses exportations, en fait, pour ses entreprises exportatrices. La Chine est encore très dépendante de ses exportations. Et si la première économie du monde ferme ses frontières, ça aura évidemment des conséquences sur la santé d'un très grand nombre d'entreprises qui dépendaient de ce marché. Et c'est également ce que nous dit Christian. Si la brouille entre les deux va très loin, on aura à la fois j'ai eu d'autres directions. Alors, on aura à la fois une chute de la production industrielle en Chine et une crise financière. Christian qui fait un peu office de notre quatrième invité. D'ailleurs, il commande beaucoup cette émission, ça fait plaisir. Pierre-Yves, aux États-Unis, on imagine aussi que si des entreprises utilisent des matières premières ou des produits chinois pour fabriquer les leurs, et que ces produits sont plus taxés, il y aura une hausse des prix. Est-ce qu'elle est constatée ou est-ce que finalement ce sera négligeable ? Pour le moment, c'est négligeable pour deux raisons. La première, c'est que les importateurs américains ont anticipé les augmentations de droits de douane et donc se sont arrangés pour importer davantage avant que les droits de douane entrent en vigueur. Deuxième raison, la monnaie chinoise s'est dévaluée de l'ordre de 6,5% depuis le début de l'année, ce qui compense en partie l'imposition de ces droits de douane. Et puis il y a une autre raison, c'est que pour le moment, ce sont 250 milliards de dollars d'importations chinoises qui sont taxées. 250 milliards de dollars surtaxés à 10%, ça fait 25 milliards. 25 milliards sur une économie de 20 000 milliards, c'est, comme on dirait aux États-Unis, peanuts. C'est-à-dire que oui, sur certains secteurs, sur certains produits très précis, on peut s'en apercevoir, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Si on passe à 500 milliards, c'est plus compliqué, mais ce qui inquiète davantage les Américains, plus que l'impact sur l'inflation, serait l'impact des représailles chinoises. Et c'est la raison pour laquelle, et je reviens à la question que vous aviez posée tout à l'heure, les entreprises américaines sont ravies que l'administration Trump s'attaque très sérieusement à ce problème fondamental qui est le caractère asymétrique des relations de la Chine, qui est un pays qui ne fonctionne pas comme les autres avec le reste du monde, mais ils ne veulent pas être victimes de représailles et ils ont peur que l'utilisation de droits de douane, qui est un instrument très brutal, finalement revienne à leur porteur à court terme. Anne Chevial, un mot sur cette inflation possible qui pour l'instant est négligeable, qui pourrait se corser à l'avenir. Effectivement, on peut augmenter les prix parce que les matières premières sont plus chères ou parce que les produits intermédiaires sont plus chers. Les prix peuvent également augmenter psychologiquement, entre guillemets, parce que des concurrents veulent profiter aussi un petit peu de cette inflation, non ? Il y a eu effectivement, même si l'impact reste modéré, il y a quand même eu on a dit Pierre, il y a eu des impacts, il y a eu des hausses ciblées. Et donc après, il peut y avoir aussi effectivement un effet d'entraînement un peu psychologique. Et on se dit, on va en profiter pour faire monter les prix. Mais encore une fois, ça se voit pas encore. Pour l'instant, ça reste en tout cas négligeable. Bradito, un message pour vous, Pierre-Yves. Il faudrait demander à votre correspondant de ranger votre bureau. C'est important. Et ce n'est pas une blague. Oui, c'est un message de ma femme, ça. Qui a été renommé Bradito pour l'occasion. En tout cas, deux commentaires que je voulais vous soumettre, Pierre-Yves.
non pas concernant les consommateurs américains, mais concernant les ouvriers, les workers par exemple. On a Pierre, 93, qui nous dit si Trump veut relocaliser la production aux USA, il lui faut former d'urgence des milliers d'ingénieurs et de la main-d'œuvre qualifiée. Un internaute qui nous dit que c'est donc plus compliqué que cela. Et puis enfin, comment expliquer, nous dit Lilina, aux employés portuaires qu'ils devront être au chômage technique car il y a moins de produits importés et exportés, donc moins de boulot. Risque-t-on de perdre des emplois aux États-Unis à cause de cette guerre commerciale, Pierre-Yves? Oui, alors le premier point de l'intervenant est tout à fait justifié. Les États-Unis sont en manque chronique de main-d'œuvre et on manque d'ingénieurs, mais on manque même de main-d'œuvre non qualifiée aux États-Unis. On est tombé à 3,7% de chômage, c'est un problème. Et à court terme, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut physiquement pas produire aux États-Unis. Et cette évolution et ce rapatriement, cette mise à terme de la délocalisation est quelque chose qui n'est tout simplement pas possible aujourd'hui dans l'état actuel de la population active américaine. Il faudrait que beaucoup d'Américains qui sont sortis de la population active commencent à revenir dans la population active. On a commencé timidement à le voir, mais on est loin de l'observer à l'échelon national pour le moment. En ce qui concerne les emplois portuaires, les Américains n'ont jamais autant importé de Chine. Un des effets pervers à court terme de ces effets d'annonce d'imposition, c'est que le déficit commercial chinois des États-Unis n'a jamais été aussi élevé. Donc pour le moment, les employés portuaires n'ont pas d'inquiétude à se faire. Dans un an, peut-être que ça sera différent. Merci beaucoup. Je reviens aux questions que vous nous posiez depuis le début sur les conséquences, les répercussions de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais sur d'autres régions, sur l'UE, sur l'Afrique, bref, sur le monde. Anne Chevial, la première et la deuxième puissance économique au monde qui se livrent une telle bataille, on peut imaginer que ça aura justement des répercussions. Est-ce qu'il y a eu des réactions des marchés financiers? Que dit le FMI par exemple sur ce point? Est-ce qu'il y a des craintes et des incertitudes? Les craintes et les incertitudes, ça c'est sûr. Toutes les organisations internationales, les unes derrière les autres, FMI, OCDE, ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance, alerte en permanence, Christine Lagarde encore cette nuit dans sa conférence de presse, alerte sur les risques de cette escalade commerciale. C'était vrai que quand on touche les deux plus grandes économies de la planète, forcément il y a un impact. Il y a un impact à la fois direct et aussi indirect via toutes ces chaînes de production qui sont mondialisées, dans les supply chains comme on dit. Effectivement, quand on vise la Chine, on vise aussi ses partenaires commerciaux. Et puis il y a beaucoup de pays qui sont devenus très dépendants. La Chine est devenue le premier fournisseur de beaucoup de pays émergents, de pays aussi, il y a beaucoup de liens avec l'Afrique. Donc c'est sûr qu'il y aura des effets. Ils ne sont pas encore massifs aujourd'hui. L'économie américaine résiste bien, l'économie chinoise reste encore évidemment la croissance reste très forte, même s'il y a un ralentissement. Mais c'est sûr que l'impact sera forcément massif. Et d'autant plus si on arrive si les États-Unis vont plus loin dans leurs attaques. Et on dira aussi un mot sur l'Union européenne. Comment peut-elle réagir? Ce qui est important, c'est que tout ce climat, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et en économie, l'incertitude, c'est pas bon. C'est-à-dire que incertitude, ça veut dire que les entreprises ne savent plus comment investir. Quand on doit décider d'un investissement d'une usine, c'est important. Les consommateurs aussi, les ménages peuvent dire qu'est-ce que je vais continuer à consommer. Donc voilà, l'incertitude, c'est pas bon en économie. Et ça, c'est un des problèmes. Un internaute qui nous dit « Alors là, je ne perçois pas le lien entre McDonald's et la cuisine chinoise. Mon choix est fait. Pour le reste, je reste incrédule. » Je vous laisse vous faire une propre opinion de ce commentaire. En tout cas, cette confrontation se déroule sur deux théâtres politiques bien différents. Car en Chine, le régime n'a pas à dépenser trop d'énergie et de temps pour sa réélection, car il n'y en a pas. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat se déroulent dans un peu plus de 3 semaines. Et Donald Trump, à l'ONU, donc devant la représentation chinoise, n'a pas hésité à accuser la Chine d'ingérence dans cette élection des midterms. On écoute le président américain. Regrettably, we found that China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election. They do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade. And we are winning on trade. We are winning at every level. Pierre-Yves, au-delà de cette réaction assez amusante du ministre des Affaires étrangères chinois qui ne sait pas trop quoi répondre à cela, est-ce une réalité, cette ingérence chinoise, ou est-ce un écran de fumée qui est comme ça mis en scène par Trump, comme il le fait parfois, pour dire qu'il est assailli de toutes parts?
Alors c'est une exagération, mais il y a quand même un élément de vrai. D'abord, c'est un espèce de moyen de mettre la Chine et la Russie sur le même plan, puisque vous savez que la Russie, et alors là c'est clairement établi, a cherché de manière plus ou moins maladroite, par le biais de réseaux sociaux, à influer, ou en tout cas à créer le chaos dans l'opinion publique américaine. La Chine a fait passer des pages entières d'explications dans des journaux du Midwest pour expliquer qu'elle était un pays qui cherchait la prospérité mutuelle et que la guerre commerciale n'avait jamais de véritable gagnant d'un côté ou de l'autre. Alors cette tentative d'influer sur l'opinion publique dans le Midwest, dans l'Iowa en particulier, est interprétée par Donald Trump comme un moyen de vouloir interférer. Ce qui est vrai, c'est que la Chine attend probablement les résultats des élections de midterms pour éventuellement avancer de nouvelles propositions, réamorcer la négociation commerciale qui aujourd'hui est complètement suspendue. C'est également la position des Européens qui se disent Trump pourrait prendre une claque aux midterms. Dans ce cas-là, peut-être qu'il va baisser d'un ton et qu'il se montrera plus conciliant. Alors, je pense que c'est une erreur. D'abord parce qu'on ne sait pas comment les midterms vont tourner. D'autre part, si les démocrates regagnent une des chambres du Congrès, les démocrates ne sont pas particulièrement pro-chinois. Et cette politique anti-chinoise de rééquilibrage de la relation Washington-Pékin est une politique qui ne déplaît pas à l'électorat démocrate. Merci Pierre-Yves. Et justement, Cyril, est-ce qu'à Pékin, on caresse l'espoir de voir un Trump battu par les démocrates, et puis de voir la Chambre des représentants ou le Sénat passer démocrate, même si on a vu que cette hypothèse n'allait pas forcément changer les choses? On a l'impression que les Chinois, en ce moment, sont un petit peu sonnés. Ils ont interrompu les négociations avec les États-Unis, mais cela dit, ils envoient régulièrement le message que cette crise ne peut se résoudre que par la négociation. Donc c'est ce qu'ils souhaitent à terme, c'est ce qu'ils ont toujours dit depuis des années, quand il y avait des conflits. Ils donnent l'impression de vouloir attendre les résultats des midterms, mais je me demande si comme le disait, s'ils ne sont pas d'accord avec Pierre-Yves dans le fond, et peut-être que beaucoup ont compris que les États-Unis allaient être très fermes durablement dans leur position par rapport à la Chine, et que ce positionnement allait peut-être dépasser Trump. Vous êtes nombreux à vous inquiéter des répercussions. On a par exemple Mamadou qui nous dit « Cette guerre risque-t-elle d'impacter les investissements des deux puissances en Afrique ?» Également des questions sur l'Europe. Je vous en lis par exemple une. De PB3, quand la France et l'Union européenne se protégeront-elles aussi du dumping social et environnemental asiatique? Anne Chevial, un mot là-dessus. Est-ce que l'Union européenne se défend? Est-ce qu'elle a déjà fait des actes dans ce sens pour imiter un peu les États-Unis, disons, sur cette guerre commerciale? Alors une réponse est peut-être un peu d'optimisme. C'est vrai que l'Union européenne a renforcé ses instruments de défense anti-dumping ces derniers mois. La politique commerciale est dans les mains de Bruxelles, et ça, je dirais que c'est peut-être aussi quand même bien, parce qu'au moins à 28, on se défend plus que quand on est seul, et peut-être que s'il n'y avait pas cette politique commerciale communautaire, les États-Unis pourraient tenter de faire un accord avec les Allemands, un accord là. Donc ça, c'est quand même mieux. On se défend plus unis. Il y a eu ces instruments renforcés. Après, bon, c'est sûr que et l'Europe est aussi un grand marché. Donc ça c'est aussi bien. Après on est quand même face aux deux géants. Et sur l'Afrique, c'est vrai que la Chine est devenue un partenaire très important, qui investit, qui finance, qui commerce aussi beaucoup avec l'Afrique. Et donc, par exemple, les États africains sont devenus très endettés, notamment parce que financés par les Chinois. Donc, une guerre commerciale très forte sino-américaine aura forcément une importance en Afrique, parce que si l'économie chinoise va moins bien, les Africains vont sentir les conséquences. Économie chinoise très impliquée, effectivement, avec le président Xi Jinping, qui revient d'ailleurs d'une tournée en Afrique il y a quelques jours. Un dernier mot peut-être, Pierre-Yves, car nous avons également des questions sur la
la dette américaine qui eh bien, est, comment dire, la Chine qui détient une bonne part de cette dette américaine. Et beaucoup s'interrogent sur l'avenir de cette guerre commerciale avec ce prisme-là. Est-ce que la Chine a un élément pour peser dans les négociations avec cette dette américaine, une partie de cette dette américaine qui lui appartient? C'est un peu un serpent de mer. Je crois que c'est assez naïf de la part de certains d'imaginer que la Chine, qui a accumulé d'énormes réserves, va tout d'un coup, pour essayer de porter tort aux États-Unis et d'affaiblir une position américaine, tolérer une dépréciation des réserves qu'elle a accumulées. Les Chinois ont accumulé trop de dettes américaines pour se permettre de vouloir jouer la politique du pire. Ça serait dans l'intérêt de personne, ni des États-Unis, ni de la Chine, ni des autres pays du monde. Je crois que c'est une arme qui est trop dangereuse. On n'en est pas du tout là. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci également à Cyril Pluyette d'avoir été avec nous en direct de Pékin. Anne Chevial, merci beaucoup. Et puis merci à nos internautes. Christian qui a été omniprésent pendant cette émission. Bradito qui conseillait donc à Pierre-Yves de ranger son bureau. Ce sera probablement fait dans la journée. Et puis Mustapha, Mamadou et Arnaud qui nous ont également posé leurs questions avec tant d'autres. Merci à vous. À la semaine prochaine. Je vous vois Pierre-Yves déjà en train de ranger vos feuilles. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao. Est-ce que tu peux m'envoyer un lien avec le lien qui me permettra de rejouer le truc? Bien sûr, je t'envoie ça moi, Pierre-Yves. Super, merci. Je l'enverrai à mes nombreux fans sur Twitter replay, et ailleurs. De l'émission. Voilà. Merci, à bientôt. Salut. Ciao, Pierre-Yves. Coucher, bonne nuit.